l'OM. Comment passer à côté de Marseille et de voilà, tout ce qui se passe autour. Marseille qui a perdu 1-0 donc contre Brest, alors que Brest était réduit à 10. Bon, je vais être cash, je vais poser ma question telle que je l'ai notée dès que j'ai fini le match et qui a été aussi appuyée un peu par comment il s'appelle, par Gattuso. Nico, est-ce que l'OM a touché le fond? Ouais, totalement. Déjà, contre n'importe quelle équipe, quand on perd un match à 11 contre 10, on est en échec total. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a fonctionné. Milieu de terrain complètement mangé, de A à Z, du début à la fin, illustré, comme l'a précisé David tout à l'heure, par le match énorme de Pierre Lesmelou, qui était au four et au moulin, et qui a marqué à la fin, en plus à la 88e minute. Alors, quand on fait un mauvais match, c'est un peu standard ce que je veux dire, mais il faut essayer au moins de ne pas perdre le match si on n'arrive pas à le gagner. C'est complètement bateau comme formule, et c'est au moins ce qu'il faut essayer de faire. Quand en plus de ça, vous ne marquez pas, et vous prenez un but à la 88e, bon, bah, on peut rentrer chez C'est ça, soi. il y avait ni le fond ni la forme, quoi, c'est ça. C'est ça, et en Il y fait, avait rien. le problème, c'est ce milieu de terrain qui était censé être une force cette saison, notamment incarné par Verretou, Kondogbia et Rongier, qui sont encore une fois tous les trois absents, qui manquent terriblement à cette équipe. Le pauvre Jean Onana, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, bah, il a été mangé par les Smelou et par les autres milieux brestois. En fait, ce qui caractérisait ce match, c'est que cette équipe de Brest, elle s'est mise en mode, entre guillemets, Coupe d'Europe, là où l'OM jouait un petit peu en mode sénateur, et je reste... voilà, on joue avec des petites passes, on joue à la baballe. Quand vous jouez contre le désormais deuxième du championnat, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer comme ça. Le problème, c'est que les deuxièmes ballons, c'est Brest qui les avait. Quand l'OM reprenait le ballon, il y avait toujours un Brestois sur un Marseillais pour récupérer le ballon. Quand un Brestois était à la lutte avec un Marseillais, il y avait toujours un deuxième Brestois en deuxième rideau pour récupérer le ballon. Donc voilà, et ça a été ça tout le temps. Et le problème, c'est que il n'y a rien eu en fait dans le contenu. Moi, j'ai un sentiment légèrement différent de toi, c'est que j'ai trouvé que par à coup, l'OM dominait techniquement ce match, mais n'était jamais dangereux, n'avait jamais d'occasion franche, quoi. Pour moi, c'est un problème de réalisme. Oui, non, mais en fait, c'est ça tout le paradoxe, c'est qu'en fait, j'ai déjà vu ça cette saison, j'ai vu ça dans d'autres saisons aussi. C'est l'idée que on peut jouer à la baballe, on peut se faire des passes, c'est très bien d'avoir la possession, mais à un moment donné, on ne se crée pas d'occasion. Il y a eu ça récemment. Enfin, je pense qu'au mois de janvier, au mois de février, on a eu à peu près les mêmes copies, c'est-à-dire venir se faire des passes à 50 mètres du but, ça on sait le faire. Par contre, quand il s'agit d'aller soit déborder, centrer, tirer au but, des trucs élémentaires, hein, ou bien on n'a aucun joueur qui a de dépassement de fonction, par exemple. On a un joueur comme Gendouzi, j'en parlais avec la Lazio, qui a fait un match énorme contre le Bayern, qui là était capable justement d'avoir cette grinta et cette force d'aller faire un dépassement de fonction pour aller aider ses partenaires d'attaque quand il y en a besoin. Parce que si vous n'avez pas de neuf, il n'y a pas de problème. Si votre neuf, comme Aubameyang, s'il n'est pas en forme, il n'y a pas de souci. Du moment que vous avez quelqu'un derrière qui va essayer de faire le travail et d'essayer d'ouvrir une brèche pour un partenaire ou aller tirer au but et oser surtout. Et on voit que c'est une équipe en plus qui n'est pas en confiance. Donc ça se voit. Et le problème, on l'a vu contre Donetsk cette semaine, si vous marquez, mais que 5 minutes derrière, et pour le deuxième but, 2 minutes derrière, vous prenez un but, en plus dans les arrêts de jeu, c'est pas possible. Vous pouvez pas gagner de match, surtout à ce niveau-là de la compétition. C'était une semaine en tout cas bien compliquée. Nico parlait d'une équipe qui en manque quand même de grinta. Est-ce que Greg, toi, tu as le sentiment qu'elle est quand même... Est-ce que l'effectif pour toi est surcoté de l'OM? Est-ce qu'on en fait un peu trop avec les arrivées? Est-ce qu'on les a vus entre guillemets trop beaux ou non? Ou est-ce que c'est vraiment un problème qui est ailleurs? Moi, je voulais rapidement, parce que quand Nico a parlé de ce match, je voulais rapidement vous poser une question et vous m'arrêtez si je me trompe. Mais je trouve que ce match, il ressemble étrangement à celui de Lens.
sais pas si vous vous souvenez, où Grady marque dans les dernières secondes. Et j'ai l'impression que ça ressemble étrangement à ça, il y a quelques Tu semaines. dis Lens-OM. Il y a Ouais, eu Lens OM. Oui, mais là, l'OM se crée des occasions. Quand il y a eu Mm. Lens-OM, il me semble qu'il y avait quand même eu quelques Mais, occasions. mais au-delà de ça, je trouve que. Ouais. Grand-chose. Mais après, j'ai vu les stats, j'ai regardé les stats, elles sont à peu près similaires. Je crois qu'il y a 9 tirs cadrés, 9 tirs 4 de cadrés et 8 et 2, je crois. Voilà. Mais maintenant, je pense que non, l'effectif, moi, je l'ai vu en direct quand ils sont venus au Groupama Stadium. Je pense que l'effectif, en fait, est d'une faiblesse. Mais alors, ok, en plus, il y a les blessés, mais il est d'une faiblesse abyssale, quoi. Sincèrement, le mercato, autant l'OL, on en a parlé, le mercato est réussi et ils ont bien réussi à remonter grâce à ça. Mais autant les deux mercatos de Marseille, mais franchement, faut dire les mots, ils sont cataclysmiques. Tu prends Sarr. On ne savait même pas s'il ne pouvait pas partir cet hiver. Il jouait à Watford en D2. Tu ne connaissais pas vraiment son niveau. Ndiaye, on le connaissait juste parce qu'il avait son histoire avec l'OM et qu'il voulait revenir et que c'était la belle histoire. Ils ont pris qui d'autre Tac, tac, tac. Quand même, Kondogbia, quand même. Mais Kondogbia, non. Kondogbia, non. Il a fait quoi? Une bonne saison dans sa carrière à Monaco et depuis, il est toujours blessé. À Atlético, il faisait quelques bons matchs, et en plus, on sait qu'il est blessé tout le temps, pas très souvent. Voilà, Moumbagna, moi j'ai rien contre le joueur, je le connaissais pas du tout. Ils sont allés chercher à Bodo Glimt, donc faut lui laisser du temps. Voilà, bon, il est arrivé, il a dit qu'il voulait tout casser. Non, je veux dire, c'est Onana, beaucoup. c'est pareil. Onana, je vois pas pourquoi tu prends Onana. Enfin, le mec ne joue pas à Beşiktaş. Non, s'il joue pas à Beşiktaş, voilà, Onana, moi personnellement, quand on m'a dit non, j'ai pensé à l'ancien du LOSC, Amadou Onana. C'est tout. Lui, honnêtement, je ne le connaissais pas. Je le connaissais pas. Voilà. Et après, il ne faut pas non plus croire que voilà, c'est effectif. Et non, à part Aubameyang qui apporte une plus-value en Coupe d'Europe, mais on a toujours dit c'était compliqué physiquement pour lui de revenir, surtout avec beaucoup de blessures. Mais c'est que des paris, un mercato de paris, il n'y a aucune certitude. À l'image, par exemple, d'un l'OL, ce qu'a fait l'OL, par exemple, recruter Matic. Je sais qu'il était un peu dans le viseur de Marseille. Ça aurait été une super recrue plutôt que d'aller chercher Onana. Tu sais que le mec, il t'a pas des certitudes. Alors, il va pas te faire 90 minutes à chaque fois. Mais voilà. Et là, en fait, c'est un mercato où il n'y a aucune certitude. Il y a un coach avec aucune certitude. En fait, Marseille marche sur des œufs, je trouve, depuis le début. Et puis cette année, c'est encore. Enfin, en 2024, c'est encore pire, quoi. Voilà. Alors, Et en plus, moi, je vous dis honnêtement, Matic, nous, on a eu l'exemple de Kevin Strootman il y a quelques années qui nous a un peu échauffé. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas oui, le mais même. enfin, vous savez, la personne expérimentée, Strootman, il avait fait demi-finale Ligue des Champions à Roma avant de venir à l'OM. J'étais un des premiers qui pensaient que en prenant ce joueur à 25 millions, c'est le genre de recrutement qui allait peut-être nous permettre d'aller titiller Paris. Bon, ça a été un flop monumental. Ouais, mais 25 millions, c'est énorme sur quelqu'un en plus. Oui, non, mais je suis d'accord. Alors que Matic, par exemple, c'est 2 millions. Moi, je dis pas que. Voilà, mais je trouve que Marseille, par exemple, un coup comme Onana, j'ai rien contre le joueur, mais je trouve que c'est du très mauvais travail, quoi. Janvier, depuis qu'il est arrivé, je dois reconnaître que Onana, même moi, il a été j'étais agréablement surpris de le voir, on va dire, compenser un petit peu l'absence des trois milieux que j'ai cités tout à l'heure, Verretou, Kondogbia et Rongier, c'est absolument terrible pour l'OM de ne plus avoir ces joueurs-là pour le moment. Et Onana, il a un petit peu compensé les brèches comme il pouvait, on va dire. Mais bon, seul le milieu ne peut pas faire grand-chose. Moi, j'ai aussi une question à vous poser pour relancer le débat. C'est que ce même effectif que vous critiquez copieusement a été capable de faire des bons matchs en Europa League. Donc moi, j'aimerais comprendre pourquoi cette équipe-là n'arrive pas à gagner un match en Ligue 1. J'aimerais bien qu'on m'explique. Bon match en Europa League, tu joues une Ajax qui ne met pas un pied devant l'autre et tu fais 3-3. Non, c'était contre Brighton. Je pense que les matchs contre Brighton n'étaient pas si dégueux. Vélodrome, ouais, c'est ça. Il y a eu des occasions pour Brighton, mais il en a eu pour l'OM. Ça peut faire même le match de jeudi à Hambourg contre le Shakhtar, Marseille domine, Marseille marque 2 fois. Alors certes, c'est complètement idiot de se faire revenir 2 fois au score, mais c'est une équipe qui sait jouer, qui sait marquer. Et pourquoi cette équipe-là, on ne la voit pas en Ligue 1? J'aimerais bien comprendre ce mystère. Parce qu'en jouant comme ça en Ligue 1, tu joues le tableau en Ligue 1, sans problème. Bon, indéniablement, il y a l'état d'esprit. Ça, c'est certain qu'il y a l'état d'esprit. Ah bah oui, c'est sûr. Qui fait défaut dans cette équipe. Bon, après, quand vous avez un entraîneur, et on va en parler sûrement après, mais
quand vous avez un entraîneur qui, à demi-mot, vous explique qu'en gros, il a perdu son vestiaire, c'est pas possible. Enfin, vous Mhm. pouvez pas. Vous êtes entraîneur de l'Olympique de Marseille, vous êtes en train de dire, bon, bah, mon vestiaire, en gros, je l'ai perdu. Ok. De toute façon, c'était pas possible que Gattuso reste. Et moi, je fais souvent le parallèle, c'est malheureux. J'avais craint passage, on va dire. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2015-2016, c'est l'année où Bielsa quitte l'OM après un match. Et c'est l'année où il y a Mitchell qui vient à l'OM, au moment où Vincent Labrune en était le président. C'était la dernière année de Margarita Louis-Dreyfus. Et à ce moment-là, on a eu cette bascule avec l'Europa League où contre Bilbao, on est éliminé, l'OM est éliminé en 16e de finale d'Europa League. Et là, en ce moment-là, on se dit s'ils passent, ils peuvent faire une bonne fin de saison. Et puis à un moment donné, il y a la bascule, ils perdent dans l'Europa League et derrière, ils se prennent 5-2 contre Rennes avec l'éclosion d'un certain Ousmane Dembélé. Et à ce moment-là, on se dit, bah, ils basculent vers l'horreur, j'ai envie de dire. Et je pense que cette saison, on est malheureusement dans les mêmes standards avec une équipe dont on ne sait même pas où vont les dirigeants, on ne sait même pas où va Franck McCourt, pour être honnête. On ne sait pas, vendra pas, parce que clairement, il y a aussi des choses qui probablement vont se passer dans les prochains mois avec ça. Mhm. Et ensuite, le fait qu'il y ait une fracture entre les dirigeants et les supporters en 2015-2016, c'est ce qui s'est passé. Et puis à la fin, on a une équipe qui ne tourne pas, avec des joueurs qui ne mettent pas un pied devant l'autre, et un entraîneur démissionnaire avant même qu'il ne soit viré, ce qui mène à son éviction d'ailleurs. Donc là, on est vraiment c'est le trou noir et on ne sait pas où ça va aller. Ok. Mais on peut basculer directement sur Gattuso parce que t'en as bien parlé là et c'est vrai que je voulais revenir un peu sur ses propos. Bref, parce qu'en préparant un petit peu l'émission avant que l'info ne tombe, que bref, ça va être sans doute officiel. Moi, je pensais que Gattuso, on allait lui laisser, vu entre guillemets à quel point ça en était, on allait au moins lui laisser réaliser le match contre le Shakhtar, le match retour, pour voir s'il arrive à se qualifier. Par rapport à ça, toi, David, tu penses que c'est quoi? C'était le bon moment c'est le bon moment pour le faire partir ou... Alors moi, je vais faire partie des défenseurs de Gattuso. Je vais être minoritaire, mais moi, je trouve qu'il a pas fait du si mauvais travail. D'ailleurs, il faut être cohérent. Si vous pensez que c'est l'effectif qui est en cause, c'est pas du coup l'entraîneur qui est en cause. Et moi, je trouve que Ah non, moi, non, moi, pas plus tard qu'hier, il y a eu une interview de Mehdi Benassia au Canal Football Club. Hmm. Benassia a dit, alors c'était hier, hein, donc c'est marrant à quelle vitesse l'information se fan. C'est fou. Donc hier, il a dit, je me projette très bien pour construire sur plusieurs saisons avec Gattuso. Et moi, je pense que c'est un c'est une entraîneur hérésie. qui était bien adapté à l'OM, bon, qui n'a pas réussi, évidemment, hein, les constats d'échec étaient là, mais je suis vraiment pas convaincu qu'il ait une part de responsabilité terrible dans cette mauvaise saison. Ok. Voilà. Moi, Oui, moi, David, moi, je ne fais pas partie de ceux qui. Enfin, moi, je reste convaincu qu'avec cet effectif, Guardiola en ferait quelque chose de mieux. Je pense que non, c'est une équipe qui. Alors, c'est pas les meilleurs joueurs du monde, on est d'accord. Mais bon, quand on a Aubameyang en attaque, je pense que Ismail Assar, quand même, à Rennes, il faisait quand même de bons matchs. Je pense Complètement. que c'est une équipe qui a besoin d'avoir. Je pense que ces joueurs-là, ils ont besoin d'être cadrés avec un certain schéma de jeu bien précis et ne pas y sortir. C'est-à-dire que quand vous essayez de faire un 4-3-3, qu'après on revient au 3-5-2, même si les joueurs normalement devraient être capables de s'adapter, mais je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire voilà, on va jouer comme ça dans tel schéma de jeu et que les joueurs gardent leurs repères dans ce système-là. J'ai l'impression qu'on a affaire à des joueurs il y a des joueurs naturellement qui pourront s'adapter. On pensait à Matic, un joueur comme ça, il s'adapterait dans n'importe quel système. Et vous avez des joueurs comme Sarr ou comme Ndiaye, je pense, qui ont besoin d'être très cadrés et qui ont besoin vraiment de jouer dans un système précis et de garder leurs repères au même poste. Et je pense que pour ça, il faut un entraîneur qui sache exactement comment il veut jouer. Et je pense que Gattuso, moi, je ne faisais pas partie des convaincus quand il est arrivé, parce qu'il y a eu une certaine avec à Milan, c'était pas terrible, à Valence, c'était pas terrible non plus.
Voilà. Et c'est sûr que pour moi, il y avait moins de certitude qu'il y aurait eu peut-être avec Marcelino. Et là, maintenant, quand je vois ils veulent nommer Jean-Louis Gasset, qui s'est pris 4-0 avec la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale, je ne suis pas très rassuré, pour être honnête. On en parlera juste après des possibles remplaçants. Ton avis à toi, Greg, il est comment? Est-ce que la responsabilité, tu placerais le curseur de plus encore, enfin plus de quel côté? Responsabilité coach, joueur, état d'esprit? Parce que c'est vrai que Euh, j'ai l'impression que les supporters marseillais, en tout cas, c'est bref de ce qu'ils peuvent faire, mais jette pas autant que ça comment dire jette pas autant que ça la faute sur ni sur les joueurs ni sur enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ouais, un climat de on sait même pas, même les je supporters, pense que c'est de la faute, bien sûr, de tout le monde, parce que Gattuso est là pour coacher, les joueurs sont là ouais. pour jouer. Mais je pense que la faute principale, et Gattuso n'est pas un magicien, c'est tout simplement les dirigeants, c'est tout. Moi, je me mets à la place de Gattuso, même des joueurs. Vous n'avez pas de Sarr et Ndiaye, c'est des jeunes joueurs encore. Ils découvrent la Ligue 1, alors pas Sarr, mais bon, il doit se réadapter. Ndiaye découvre la Ligue 1. Vous commencez avec Marcelino sur le banc. On vous dit limite, ça va être le coach, parce que c'est l'ami de Longoria, ça va être le coach qui va, entre guillemets, s'inscrire dans la durée. Première étape, allez hop, vous prenez une énorme bronca face au Pana. Donc vous êtes éliminé déjà. Donc voilà. Ensuite, ça ne va pas avec le coach. Les joueurs ne comprennent pas sa philosophie de jeu. Bon, voilà. On décide de virer le coach. Quelques semaines après, il y a une réunion entre Longoria et les supporters. On en vient limite aux mains. Enfin bon, il y a eu limite des menaces de mort. Enfin, c'est un climat hyper délétère, très compliqué. Voilà. Donc ensuite, vous changez de coach. Vous prenez Gattuso. Voilà. Vous prenez un coach qui devait aller à l'OL, mais finalement qui n'a pas été voulu. Donc là, il y a aussi entre guillemets, comment dire, une concurrence avec un club comme Lyon, par exemple. Parce que c'est que Lyon et Marseille sont quand même deux clubs très concurrentiels. Voilà. Et ensuite, c'est hyper compliqué de tout simplement s'adapter à ça. Je peux comprendre. Puis après, là, vous prenez Benassia parce que Ribalta part. Mais Benassia, on ne sait pas s'il est conseiller, s'il est directeur. Là, en plus, son interview, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Et je pense que je ne suis pas le seul. Mais allumer comme ça un joueur comme Jonathan Klaus, alors que tu le mets titulaire en plus, et le coach compte sur lui, c'est pas possible. Donc, tout est à l'envers dans ce club, à l'image de Longoria, qui, je pense, a perdu totalement les pédales. Peut-être qu'il a envie de partir aussi, je ne sais pas. Nico en a parlé, il y a une vente, il n'y a pas de vente. Zidane vient pas. L'Arabie Saoudite, le truc. Donc, c'est hyper compliqué. Et voilà. Et rapidement, pour finir, ça me fait un peu penser, toute proportion gardée, à l'OL, où l'OL, ça va mieux maintenant, mais quand ça allait pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi que la direction, il n'y en avait pas. C'était catastrophique. Il n'y avait pas de directeur sportif. Il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Aujourd'hui, à Lyon, il y a tout ça. Il y a un directeur sportif, il y a un conseiller. Tout ça. Ça va mieux. Je pense qu'aussi, ça part de là, quoi. Gattuso, malheureusement, a fait ce qu'il a pu et c'est pas un magicien. Et voilà, tout simplement. Mais je pense que la faute principale, pour moi, c'est la direction, tout simplement. Ok, très bien. C'est vrai que cette affaire Benassia, c'était quand même dingue. Juste pour en revenir à ça rapidement, David, toi, tu l'as compris, toi, cet abattage, pourquoi Sur Klaus. ouais, sur Klose, pourquoi il dit ça sur presque entre guillemets ton meilleur joueur, et pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait rester entre guillemets en privé? Bah, bien sûr, évidemment que ça doit rester en privé. C'est pareil, moi j'ai découvert ça par l'interview de Mehdi Benassia. Je me suis dit, mais c'est fou qu'un truc du vestiaire sorte comme ça par la bouche du directeur sportif. Alors effectivement, qui ne se présente pas avec le titre de directeur sportif, mais qui l'est de fait. C'est assez fou. Ouais. Ton meilleur joueur, ton emblème, ton joueur international. Ouais, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Pour le coup, pour faire la synthèse avec tout ce que vous venez de dire, il y aurait une solution pour sortir par le haut de toute cette bouillie, ce serait que la vente ait lieu, véritablement. C'est-à-dire que si tu changes tout définitivement, tu changes les dirigeants, tu changes les moyens du club, puis tu mets le fonds saoudien derrière et tu structures à la PSG ce club.
Ouais, est-ce que ça va arriver, quoi? Alors, en Et tout cas, surtout, moi, quand je fais le parallèle avec 2015-2016, c'est parce qu'on était à un moment justement où Margarita avait annoncé sa volonté de vendre au mois d'avril. Je ne sais pas si ça arrivera, encore une fois, on ne peut pas le savoir, mais tout va vers, j'ai envie de dire, Bien sûr. que tout est fait, on dirait, en tout cas, pour que finalement tout le monde quitte le navire au moment où on annoncera peut-être. En tout cas, tout indique que on dirait que tout le monde, et McCourt est aux abonnés absents. McCourt, la seule sortie qu'il a effectuée, c'est pour défendre Longoria dernièrement, parce que Stéphane Guy, journaliste de RMC, avait dit, l'avait attaqué en fait en disant que c'était une supercherie. Donc, d'ailleurs, il a porté plainte contre lui d'ailleurs. Mais c'est vrai que on se pose la question. C'est un club qui est en perdition et qui ne sait pas où il va sans capitaine à bord du navire. Ok. Mais quel est l'intérêt de McCourt à ne pas vendre? C'est un Américain, c'est un investisseur, il va Bah, vendre. Peut-être ouais, que mais l'offre c'est n'est tout pas à la simplement. hauteur de ce Ouais, mais que c'est tout voudra le simplement club. qu'il attend, je pense, une grosse offre et il ne l'aura pas. Ouais. C'est-à-dire Et qu'en fait, il attend Et puis entre il a mis beaucoup 350 d'argent quand même. Il veut millions peut-être d'euros. récupérer parce Oui, qu'il a c'est mis ça. quoi? Il a acheté, mais il a quand même mis pas mal d'argent dans les Ouais, mais mercatos. tu peux pas récupérer ta mise. Quand tu achètes l'OM, tu le Ah non, mais sais bon, d'avance. Ça, bah si lui, ouais, mais peut-être que lui, avec sa méthode et sa mentalité américaine, peut-être que c'est comme ça. De toute façon, je pense que s'il y avait une offre, à mon avis, décente, pour lui, en tout cas, je pense qu'il aurait vendu. Voilà, je vois pas comment, qu'est-ce qu'il a Non, y mais moi gagné. aussi. Mais c'est pour ça, ça va finir par se faire, parce qu'il va y avoir une offre à peu Mais près bon, à bas décente. prix, quoi. Donc après, je sais pas du tout quel est son prix, je sais pas. Voilà. Normalement, ce que McCourt attend, c'est entre 350 et 400 millions d'euros. Ce qui est pas grand-chose hein, quand on voit que Et il l'a acheté pour c'est pas combien? grand-chose. 50 millions, mais encore une fois, Ouais, c'est ce que tu as dit toi-même, Greg, c'est que il a investi de son argent personnel, il a investi bah plus oui. de 500 millions d'euros. Mm. Donc, en comptant certains transferts, en comptant le fait de remettre au pot quand il y avait des déficits en fin de saison, Quand tu vois que il était déficitaire depuis qu'il est là. Il y a eu, je crois, seulement peut-être un ou deux exercices où il n'y a pas eu de déficit, mais sinon, il était tout le temps déficitaire. quand tu vois que le PSG a fait une ouverture de capital, là, QSI a fait une ouverture de capital qui valorise le PSG à 4 milliards d'euros. Si le PSG vaut 4 milliards, l'OM vaut au moins 500 millions. Je veux dire, c'est peut-être qu'il attend la barre des 500 millions avant de dire oui, quoi. C'est C'est possible. possible, mais bon, est-ce Quand qu'il on voit l'aura, que ça? Newcastle a été acheté, il me semble, quasiment 400, il me semble, 400 millions. Donc, Newcastle n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ça reste un grand club anglais, mais Ça. pas au niveau de Chelsea ou voire même de Tottenham. Donc, Mais là, t'as la vision, le fait qu'ils soient en première ligue, tu vois, c'est encore autre chose, ça, pour le oui, coup. Ouais, mais c'est ça ça qui reste un les club aide. quand même qui a très peu de palmarès, Oh, oui, bien sûr, contrairement mais tu vois, c'est à encore autre chose. Là, pour le coup, c'est Je encore sais une que visibilité bien différente quoi, quand tu es en première ligue. Ouais. Machin, c'est Et là, encore... la valeur de l'OM, elle n'est pas en train de monter après une défaite Ah à ouais, Brest à c'est 11 ça. contre 10. c'est Et pour puis ça. même aussi tous les problèmes avec les supporters, tout ça, je pense que ça fait aussi baisser la valeur. Bien sûr. Non, mais Bien c'est sûr. vrai. Alors, Parce Et qu'ils par ça, contre, je sais pas ce que ça vous fait en peut-être pensez. aussi peur. Je sais pas si on peut rebondir sur le successeur de Gattuso, mais moi, enfin voilà, moi je suis très surpris par le choix de, enfin si ça se porte réellement sur. On a parlé de Christophe Galtier pour la saison prochaine. Moi personnellement, je me dis voilà, si Galtier pouvait venir maintenant, je l'accueille à bras Ah ouverts. oui, j'allais vous parler de Galtier, je suis d'accord. Mais parce que Galtier serait l'homme de la situation exactement dans ce genre de moment. Je ne suis pas sûr que Jean-Louis Gasset soit très frais mentalement avec ce qu'il vient de subir. C'est-à-dire le fait d'avoir perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, que derrière, Gasset, ce n'est pas lui qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, parce que Emers Faé, son successeur, a gagné. Je ne suis pas sûr que Gasset soit dans les meilleures dispositions pour reprendre l'OM. Et on parle de l'OM, on ne parle pas d'un club lambda de Ligue 1. Donc, Gasset, ça fait pompier de service, quoi. Ça fait pas construire pour l'avenir. Après, dans ce cas-là, je préférais après qu'il ce prenne sera un Roland un contrat de Courbis, 6 mois. quelqu'un comme ça qui connaît le club, et plutôt que venir voir Jean-Pierre Papin, pourquoi pas, mais pas quelqu'un qui vient d'un traumatisme à la canne. Ça va être une catastrophe. Enfin, Après, Jean-Louis pas se mentir, hein, je demande que ça, mais Jean-Louis Gasset, moi, ce que j'avais entendu, c'est que surtout, ils étaient à la recherche d'un coach expérimenté en Ligue 1, ce qui est son cas, et ce serait
pour entre guillemets, voilà, sauver les meubles. Pourquoi pas accrocher, pourquoi pas, je sais pas moi, une Europa League conférence. Et ensuite, ce sera un contrat de 6 mois, quoi. Voilà. Mais ça, je comprends, mais alors là, pour le coup, je comprends pas trop le. Enfin, c'est pas l'intérêt, mais est-ce que ce serait pas mieux, quitte à. Enfin, tu sais que Gattuso c'est fini, etc. Est-ce que ce serait pas mieux de vouloir construire sur entre guillemets l'avenir? Parce que tu vois, c'est un peu ce qui avait été fait avec Sampaoli, je crois, si je me trompe pas, qui était arrivé Moi, un je peu avant. Faut pas dire que Là, Sampaoli c'est la plus grande des réussites, mais quand même, tu vois, c'était pas si il mal. est où actuellement, Galtier? Il fait quoi, Galtier, actuellement? C'est pas Il est au il est au Qatar. Qatar, dans un club Au Qatar? qatari, Bah, il entraîne Verratti, si je dis pas de bêtises. je crois, ouais. C'est l'entraîneur du club de Verratti? D'accord. Ouais. Mais bon, voilà. On sait très bien que s'il veut être libéré, je pense pas que ça pose réellement de problème. Est-ce que lui en a envie déjà? Il faut se Oui, poser c'est la ça. question. Et puis, et moi personnellement, Gasset, alors encore une fois, c'est en fin de saison et il remporte l'Europa League, je dirais bravo Gasset, mais je vois pas en quoi Gasset peut nous sortir l'OM de la crise. C'est pas du tout, surtout C'est après ce vrai, qui s'est passé à c'est Cannes. vrai que là, moi, je te rejoins totalement sur le côté. Tu viens de vivre un traumatisme parce que quand même perdre 4-0, te faire licencier alors que ton équipe est encore en lice pour la suite et enchaîner sur l'OM. Gagne sans toi. Aïe, je C'est-à-dire suis pas Gasset, sûr. dans sa tête, ils ont gagné la Cannes sans moi, en fait. Ouais, Et je suis moi, pas sûr. je sais pas. Je suis très surpris de venir faire un choix comme tel que celui de Gasset, alors il y a beaucoup d'entraîneurs sur le marché aujourd'hui. Je comprends. C'est un énième choix désastreux. Pour moi, Ouais. Après, Gasset, c'est un mec qui a toujours bien fait jouer ses équipes, d'un autre côté, hein, si on veut argumenter à l'inverse. À part à Bordeaux, la fin avec Bordeaux, c'était pas ouf, mais bon, Bordeaux. Saint-Étienne, il les récupère 17e et il les amène en Coupe d'Europe, donc c'est bien. Mais bon, le problème, Voilà. c'est que c'est tellement. Et puis après, moi, je s'il fait pense qu'il ça n'a avec pas un non plus le club profil pour supporter toute cette pression, quoi. C'est ça. Moi, Et Gasset, c'est quand même quelqu'un qui est. Il est un peu. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est pris les pieds dans le tapis en Côte d'Ivoire. Parce que peut-être que la pression, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien être tranquillou, quoi. Et puis, voilà, il est pas non plus. Il est expérimenté, mais il n'est pas jeune. Je sais pas quel âge il a, mais bon. Faut quand même être prêt psychologiquement, quoi. Donc, bon. Moi, je suis d'accord avec toi, Greg. Le problème, c'est que quand il prend Saint-Étienne, bon, alors Saint-Étienne, ça a toujours été un grand club français, mais il n'y a pas aujourd'hui la même pression à Saint-Étienne qu'on a à l'OM. 70 ans, quand C'est même. comme le PSG, ce sont des clubs à pression. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment que ce soit mûrement réfléchi. Et là, j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y aura une énième décision hasardeuse de la part du board olympien. Et c'est catastrophique. Ok, bref. En tout cas, on parle de Gasset, évidemment, qui est priorité absolue selon les informations de RMC. C'est toujours bien de citer les sources, mais voilà, selon les informations de RMC, c'est lui, pardon, le favori, entre guillemets. J'avais juste une question pour Nico. Bien sûr, vas-y. Est-ce que, Nico, tu penses que Pancho Bardonado peut gérer l'équipe pour le Shakhtar ou pas? Il est toujours là, si je m'abuse. Moi, ça ferait partie peut-être des solutions. J'ai envie de dire, quitte à prendre un pompier de service, je préfère avoir un mec comme Pancho Bardonado. Le seul problème, c'est que Pancho, alors il avait fait ce nul à l'Ajax 3 partout, où l'équipe s'était quand même bien comportée, même s'il y avait eu des erreurs défensives, etc. Mais l'équipe, dans l'état d'esprit, s'était bien comportée, alors que Marcelino était parti dans la semaine avant le match de Coupe d'Europe. Donc le problème, c'est qu'après, il avait fait des choix un peu hasardeux contre Paris, où il avait décidé de passer à une défense à 3 qui n'avait pas été travaillée. Et c'est ça le problème, c'est de voir est-ce que il arriverait un peu à apprendre de ses erreurs et de me dire s'il n'avait pas fait ça à Paris, il aurait peut-être pu avoir sa chance et on n'aurait pas eu Gattuso qui pour moi n'a pas apporté grand-chose à part au début. Et là, pourquoi pas Pancho, s'il connaît le club, Ok. lui ou Jean-Pierre Papin, voilà. Mais Tu parles de Jean-Pierre avec- Papin, il y en a d'autres, des anciens joueurs qui se sont proposés, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a eu Joey Barton et Brandao qui se sont proposés pour. Mais Brandao, de toute façon, lui. Et Samir Nasri aussi. Ah, ben tiens. ouais, il en a parlé. Pour se Et préparer. voilà. En plus, Samir Nasri, si je ne me trompe pas, grand ami de Benassia, donc. Ah bah ouais. Meilleur ami, ouais. Ouais, donc bon. Ami d'enfance. Bref. Mais C'est pour ça qu'à mon avis, ils ont fait l'interview ensemble. Je pense que si, Mm.
Pancho, moi, je préférais dans ce cas-là prendre Pancho Barodado que prendre Gasset. Si Gasset avait été dans un contexte où il avait fait un bon parcours avec la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Mais dans ce contexte-là, Gasset, encore une fois, quand il a remonté Saint-Etienne, il ne s'était pas fait humilier comme ça. Là, je pense pas que ce soit. Là, on court droit. À mon avis, on court droit à la catastrophe. Mais bon, Ok, on verra. ben, très bien. C'est sur ces mots plein d'espoir finalement qu'on va clôturer le dossier OM. Juste pour vous donner quelques chiffres, l'OM c'est la pire équipe de la saison à l'extérieur en Ligue 1 cette année, une seule victoire. Ça Donc aussi. c'est catastrophique. Si on prend le classement Alors, extérieur, Ben, je vais 18e. devoir vous quitter. Bien Je vais devoir sûr, vous pas de quitter problème. Voilà. Nickel, Je vais finir les bien débats prévu. sans moi. Pas de problème, c'était bien prévu. Ben écoute, David, bonne fin d'après-midi. Et Merci, puis, vous ben, aussi. bonne nuit sur Ciao, toi. les gars. Bonne fin d'après-midi, à plus. Juste pour rebondir sur cette stat, Oui. c'est à l'image de la saison catastrophique de l'OM. L'OM est la meilleure équipe à l'extérieur avec le PSG qui de toute façon est bon à l'extérieur comme à domicile, mais l'OM d'habitude a pris pour habitude d'être la meilleure équipe à l'extérieur, je crois depuis 15 ans, quasiment d'affilée. À part la saison de Mitchell, il y a toujours eu de grosses performances faites à l'extérieur. Et même, j'allais dire, la saison de Mitchell, les points sont pris à l'extérieur plus qu'à domicile. Où ils n'avaient pas gagné depuis 9 mois. Pendant 9 mois, ils n'avaient pas gagné à domicile. Et c'est dire à quel point la saison est cataclysmique. Bon, ben, en tout cas, voilà, voilà, c'est pas fameux tout ça. Pareil, autre petite stat juste pour terminer. Après, voilà, il faut enchaîner avec parce qu'on a encore beaucoup de choses à parler, donc on va essayer d'enchaîner assez vite. Mais voilà, pour dernière petite stat, on a beaucoup parlé de Gattuso, on a beaucoup parlé de Longoria, et justement, c'est avec Longoria. Est-ce que vous savez à peu près combien de transferts ont été faits par Longoria dans les dernières 4 années? Juste comme ça, un petit chiffre. Est-ce que vous l'avez ou pas? J'avais vu le chiffre, mais je me souviens plus exactement. Moi, je crois qu'on est à 174, il me semble. Ah non, moi j'ai 126, mais après voilà. J'ai 126 transferts, ce qui reste énorme. En 4 saisons, il y a 126 transferts. Voilà. Peut-être qu'il y en a, peut-être il y en a plus. Moi, c'est ceux que j'ai. Transfert départ arrivé, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est ça, oui, transfert départ arrivé, exactement. Et je pense qu'aussi, quand je dis 174, il y a peut-être aussi les retours de prêt, etc. Oui, bien sûr. Ça fait quand même des mouvements. Mais c'est hallucinant, quoi. Exact. Mais voilà, 124 en 4 années, ça en dit long. 124, c'est énorme, hein. On est d'accord. Ça en dit. Et ça puis en dit le nombre de vraiment coachs long. aussi qui sont passés sous Longoria, ça doit être pas mal. Hein. C'est vrai. C'est vrai, là, je les ai pas tous notés, mais c'est vrai que c'est assez, ça doit être dingue. Et pareil, juste pour terminer sur l'aspect financier, l'OM a investi 294 millions d'euros donc pour acheter tous ces joueurs et en a récupéré seulement 149. Donc voilà, un déficit, enfin bref, un manque à gagner de la moitié, quoi, un bilan négatif de 140 millions d'euros sur le mercato en 4 ans. Ça fait quand même pas mal tâche. Parce que voilà, on parle beaucoup de Longoria, génie, enfin voilà, en tout cas, fut un temps, on parlait beaucoup de ce côté-là de Longoria. Là, ces dernières années, là, enfin, en tout cas, cette année-là en particulier, ça reste assez compliqué. Bref, on verra ce qui se passera par la suite avec Marseille.